Pendant 25 ans, les gens ont disparu sans une trace sur la côte couverte de brume d'Écosse. Familles entières, disparues. Caravanes, anéanties. Pas de témoins. Pas d'indices. Mais au plus profond d'une grotte marine, cachée par les marais, un cauchemar grandissait. Ce n'était pas du folklore. C'était une vraie famille, près de 50 d'entre eux, qui vivaient dans l'obscurité totale, et a survécu en mangeant de la chair humaine. L'année était de 1400. L'Écosse se tenait sur le bord d'un couteau, pris entre l'emprise en décomposition du monde médiéval et la promesse lointaine de la Renaissance. Le chaos politique a régné. Des routes sans loi coupées à travers des terres désolées. C'était le sol parfait pour quelque chose d'impensable à prendre racine. Dans le cœur sombre d'East Lothian, un garçon nommé Alexander sonnait, béant et né dans la faim, les difficultés et la rage. Dès le début, il n'était pas comme les autres enfants. Lorsque les autres se sont penchés pour survivre, le haricot a reculé, résistant à chaque règle, à chaque loi, à chaque lambée de décence. Il n'a pas simplement rejeté la société. Il voulait le remplacer par quelque chose de tordu, sauvage et fidèle uniquement au sang. Cette transformation a commencé lorsqu'il a rencontré Agnès Douglas, une femme entourée de chuchotements de sorcellerie et de meurtres. Elle n'avait pas peur de l'obscurité de Béant. Elle l'a accueilli. Je l'ai brouillé. Correspondait. Leur union n'était pas une romance, c'était un pacte. Pas les uns avec les autres, mais avec quelque chose de bien plus âgé et de plus froid que l'amour. Ils ne fuyaient pas dans le désert pour échapper au jugement. Ils ont disparu par le design, à la recherche d'un endroit où leurs appétits pouvaient fleurir, sans contrôle par toute loi de l'homme ou de Dieu. Ils l'ont trouvé sur la côte balayée par le vent de Galloway. Une grotte, masquée par les marais, bâillant un mile dans la terre. Le jour, la mer a avalé son entrée. La nuit, elle s'ouvrit, comme une bouche feinte de secrets. Et dans cette bouche, Sonnet et Agnès ont disparu. Pour construire un royaume de chair, sous les os de l'Écosse. À l'intérieur de la noirceur humide et étouffante de cette grotte marine, un nouveau type de famille a commencé à se former. Non construit sur l'amour ou la confiance, mais sur le silence, le secret et l'abattage. Au début, leurs victimes étaient des dérives. Voyageurs solitaires, pèlerins, marchands, les personnes dont les disparitions pouvaient être haussées les épaules comme de la malchance ou des lots. Mais Sonnet et Agnès n'ont pas seulement tué. Ils ont consommé. Chaque partie du corps, mangé, fumé, salé, conservé. Pas d'inhumation. Aucune trace. Ce qui a commencé comme la faim est devenu rituel. Agnès a donné naissance à l'enfant après l'enfant dans l'utérus noir de cette grotte. Chacun levé dans un monde sans soleil, sans langue, sans pitié. Ce n'était pas seulement la progéniture. C'étaient des instruments. Appris à ne pas lire ou écrire, mais à chasser. Ne pas prier, mais pour préserver la viande. Pas aimer, mais obéir. Leur boussole morale? Inexistant. Leur éthique? Redéfinie. Le cannibalisme n'était pas tabou, c'était la nourriture. C'était de la famille. Et à mesure que les enfants grandissaient, l'obscurité aussi. Il n'y avait pas d'étrangers. Pas d'étrangers avec lesquels se marier ou s'accoupler. L'inceste n'était pas un accident. C'était la doctrine. Une stratégie délibérée pour maintenir la lignée pure, isolée de la corruption du monde extérieur. Les filles sont élevées avec des sœurs. Mère avec fils. Chaque génération plus sauvage, plus inhumaine que la précédente. Leur sens adapté à la grotte. Ils pouvaient voir dans l'obscurité presque totale. Sentir un voyageur à des kilomètres de là. Déplacez-vous sans son, comme des ombres rampant sur la pierre. Mais le pire de tout, ils ne se sont pas contentés de chasser pour survivre. Ils ont chassé parce qu'ils ont apprécié. Et profondément sous les vagues de Galloway, le royaume souterrain du clan Béant a grandi. Bientôt, ils n'attendraient plus que les victimes tombent sur leur piège. Bientôt, ils sortiraient et les prenaient. Au fil du temps, le clan Béant s'est transformé des habitants des grottes en prédateurs. Efficaces, coordonnés, terrifiants. Ils ont étudié le paysage, ont appris les itinéraires de voyage, les modèles saisonniers et les vulnérabilités des caravanes qui passent. Aucun détail n'était trop petit. Aucune cible trop protégée. Leurs embuscades étaient rapides. Chirurgicales. Les victimes ont souvent été prises vivantes, traînées en hurlant à travers les sous-bois et dans le gosier de la grotte. Les chanceux sont morts rapidement. Le malchanceux, ils ont été conservés,
dans tous les sens possibles du mot. À l'intérieur de ce labyrinthe souterrain, le clan Béon a dirigé un empire de bouchers. Les chambres ont été désignées pour le traitement. Des murs bordés de crochets qui tenaient les bras, les jambes, le torse, tous organisés par coupe et conditions. Cela ressemblait moins à une scène de crime, et plus comme un abattoir grotesque. Ils fument la chair. Salée. L'empilée comme du porc durci. Certaines chambres étaient un stockage à froid, d'autres pour le séchage. Leur méthode était méticuleuse. Ce n'était pas de la folie. C'était un système. Pour le monde extérieur, ces victimes avaient simplement disparu. Pour les haricots, ils étaient des stocks. Et tout le temps, les enfants ont continué à venir. Des dizaines d'entre eux. Puis leurs enfants. Une lignée construite entièrement dans l'obscurité, élevée sur une seule loi. Le monde à l'extérieur et de la nourriture. Ils ont développé leur propre façon de communiquer. Pas des mots, mais des clics, des chuchotements. Une acoustique née par les grottes qui résonnait comme des appels animaux. Aux haricots, c'est elle, une civilisation n'existait pas. L'empathie n'existait pas. L'humanité était une faiblesse. Au moment où le clan a dépassé les 40 membres, ils n'attendaient plus la proie. Ils ont commencé à chasser vers l'extérieur, attaquant non seulement les voyageurs seuls, mais aussi les caravanes entières. Des groupes entiers, hommes, femmes, enfants, ont été anéantis dans des raids coordonnés. Pas pour l'or, pas pour le pouvoir, mais pour la viande. Et pour la première fois depuis des décennies, les gens ont commencé à le remarquer. Au début, les disparitions étaient dispersées. Un marchand perdu ici. Un pèlerin manquant là-bas. Mais au fil des années, les modèles ont commencé à émerger, des modèles sombres et indéniables. Les routes commerciales autrefois considérées comme étaient devenues des pièges à mort. Des familles entières ont disparu entre les villages. Les caravanes sont parties et n'ont jamais été revues, seulement leurs wagons cassés et leurs os dispersés laissés pour compte. Les chuchotements ont commencé petits. Tels se racontaient dans des voix silencieuses sur des incendies de taverne. Mais la peur a une façon de se propager plus rapidement que les faits. Quelques bandits blâmaient. D'autres, des loups. Quelques-uns marmonnaient sur les malédictions, ou les démons dans les collines. Pourtant, personne n'imaginait la vérité. Le clan Béant, maintenant gonflé en nombre et en ambition, était devenu négligent. Leur faim l'emportait sur leurs secrets. Et l'ampleur de leurs attaques ne pouvait plus être rejetée comme un malheur isolé. Des magistrats locaux, submergés et sous-ressourcés, ont émouvé les rumeurs. Disparition, banditisme, os, loup, des fêtes de mariage disparues, accidents tragiques. Mais les gens savaient mieux. Certains ont refusé de voyager du tout. D'autres ont embauché des gardes supplémentaires ou sont montés dans des caravanes trop grandes pour une embuscade facilement. Pourtant, même ces précautions ont échoué. Le tournant est survenu lors d'un seul massacre audacieux, un assaut à grande échelle contre une fête de mariage revenant des festivités de mai. Près de 30 personnes, dont des nobles, des femmes et des enfants, ont tendu une embuscade. Abattus. Et cette fois, des témoins ont survécu. Ils ne décrivaient pas des bandits. Ils ont parlé de figures pâles et silencieuses qui se déplaçaient comme des loups mais avec une ruse humaine. Les attaquants qui n'ont pris aucune rançon. Qui n'a pas volé, mais capturé. Qui semblaient moins intéressés par les objets de valeur, et plus pour la chair vivante. Les histoires des survivants étaient horribles, et étrangement cohérentes. Enfin, l'Écosse a commencé à écouter. L'attaque contre la fête de mariage n'a pas pu être ignorée. Ce n'étaient pas des voyageurs sans nom. C'étaient des fils et des filles de l'élite d'Écosse. Et leur disparition a frappé au cœur de la noble fierté et de l'autorité royale. Le roi James, déjà profond dans les rébellions et les troubles politiques, était réticent à intervenir. Mais lorsque les rapports ont montré que des routes commerciales entières étaient devenues des couloirs fantômes, et avec les recettes fiscales de ces itinéraires disparaissant, le roi a finalement agi. Une enquête royale officielle a été lancée. Et ce qu'il a découvert choquerait la couronne à son cœur. Les scribes de la cour ont compilé les dossiers de disparition remontant à 25 ans. La liste se lit comme une nécrologie nationale. Agriculteurs, clercs, marchands, enfants, nobles, plus d'1 millier de personnes, simplement parties. Des stratèges militaires ont étudié les données et ont commencé à les voir. Un motif, comme du sang se soutenant le long de la côte. L'épicentre, la région de Galloway, près du rivage en lambeaux et de ses innombrables grottes. Des traqueurs chevronnés et des soldats royaux,
De nombreux vétérans de la guerre avec l'Angleterre ont été envoyés. Ils ont peigné le terrain, des falaises, des criques, des entrées de mer, à la recherche de tout indice. Et puis, par pur accident, ils l'ont trouvé. Une fête de chasse royale à la chasse aux cerfs a remarqué un rythme étrange dans les marais. Une parcelle de roche qui semblait solide par jour, mais s'est séparée à marée basse pour révéler une bouche de pierre baillante. De l'intérieur, de faibles échos ont dérivé. Pas de vagues. Voix. Ils ont allumé leur torchets. Acier dessiné. Et est entré à l'intérieur. Ce qu'ils ont trouvé les entrait pour toujours. Les chasseurs royaux s'attendaient à une tanière de criminels. Ce qu'ils ont trouvé, c'était l'enfer. La grotte s'est ouverte dans une série de chambres sinueuses, un labyrinthe de pourriture et de l'ombre. Les os jonchèrent le sol, craquaient sous des bottes. Pas des os d'animaux. Humains. Et pas seulement les os, mais les parties du corps, suspendues à des crochets martelés dans les murs de pierre. Bras, jambes, torse, disposés par taille, forme et étape de la décroissance. Les têtes se fixent soigneusement le long des rebords rocheux, comme des trophées. La puanteur était indescriptible. La fumée, le sang, le sel, les excréments, la décomposition, fusionnaient dans un brouillard étouffant qui a fait vomir les guerriers même endurcis à la vue. Mais ce n'était pas le chaos. Il était organisé. Un système. Les chambres étaient dédiées à la boucherie. D'autres au stockage. Certains avaient des puits fumeurs qui brûlaient encore bas, préservant les prises de la journée. Dans les tunnels arrière, ils ont trouvé des dortoirs. Lits d'algues séchées et de peau humaine. Chaises et tables primitives, fabriquées à partir d'os humains. Plus ils sont allés profondément, plus il est devenu clair. Ce n'était pas une cachette. C'était une civilisation construite sur le cannibalisme. Et puis, le clan a émergé. 48 hommes, femmes et enfants ont quitté les ombres. Les yeux grands et brillants sous les torchis. La peau pâle comme du parchemin d'une vie dans l'obscurité. Ils ne parlaient pas. Ils n'ont pas crié. Ils ont juste regardé. Le plus jeune d'entre eux s'est déplacé comme des animaux. Graceful, silencieux, alerte, avec le calme étrange des prédateurs. Ils n'ont montré aucune peur. Pas de remords. Seulement confusion. Comme si les soldats intrus étaient ceux qui se comportaient étrangement. Et à leur centre se tenait Aïez béant. Vieux maintenant, mais ininterrompu. La matriarche des damnés. Quand elle a parlé, c'était dans une langue tordue par des années d'isolement. Mais sa signification était claire. Elle ne pensait pas qu'ils avaient fait quelque chose de mal. Le clan béant a été pris vivant. Traîné de leur grotte, clignant des yeux au soleil pour la première fois depuis des décennies. Leurs expressions pas de peur, mais de perplexité enfantine. Pour eux, le monde extérieur était étranger, inconnu, et plein de gens qui ne comprenaient pas ce qu'ils étaient devenus. Le problème n'était pas seulement ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils ne savaient pas que c'était mal. Lorsque les soldats ont tenté d'expliquer les charges, meurtre, cannibalisme, enlèvement de masse, le clan a regardé en arrière avec des regards vides. Ce n'était pas mal déguisé. C'était le mal complètement normalisé. King James, j'ai reçu la nouvelle avec horreur. Ses conseillers ont débattu de ce qu'il faut faire. Il n'y avait pas de précédent. Pas de texte juridique pour cela. Comment essayez-vous les gens qui ne reconnaissent pas la loi, la culpabilité ou même l'humanité? Le roi a pris sa décision. Un rapide. Un brutal. Aucun procès. Pas de jury. Aucune défense. Son décret. Ces créatures se sont retirées de l'humanité. Qu'ils soient traités comme tels. Les exécutions devaient être publiques et délibérément horribles, un miroir aux crimes qu'ils avaient commis dans l'obscurité. Les hommes ont été les premiers à mourir. Leurs mains et leurs pieds ont été piratés. Laissés pour saigner devant la foule et devant leur famille. Puis vinrent les femmes et les enfants. Ils ont été brûlés vivants, forcés de regarder la mort de leurs proches avant que les flammes ne les affirmaient également. Même les bourreaux, des hommes qui avaient vu des décapitations, des tentures, des afflux. Et partis hantés. Parce que le clan n'a pas plairé, n'a pas crié, n'a pas demandé. Ils ont regardé la mort avec des yeux calmes et sans climatisation. Comme s'ils ne comprenaient pas pourquoi le monde les détestait. Comme si la punition ne signifiait rien. Parce que pour eux, ce n'était vraiment pas le cas. Les exécutions étaient terminées. Mais l'Écosse n'a pas été nettoyée. Il a été secoué. Ce qui restait n'est pas la fermeture, mais un malaise froid,
comme quelque chose s'était fissuré dans les murs de la civilisation elle-même. Des foules qui s'étaient rassemblées s'attendaient à une satisfaction juste laissée perturber, instable par ce dont ils avaient été témoins. Parce que l'histoire du clan béant n'avait pas l'impression que la justice a été livrée. C'était comme un avertissement. Les chefs religieux ont saisi le moment. Ils ont tonné des chairs. C'est ce qui se passe lorsque l'homme abandonne Dieu. Lorsque la société détourne le regard. La grotte, désormais tristement célèbre, a été déclarée du terrain maudit. Certains ont essayé de le sceller avec de la pierre. D'autres ont chuchoté qu'il devrait être laissé ouvert, pour rappel. Une cicatrice sculptée dans la terre. Le bilan économique du règne de 25 ans des haricots était stupéfiant. Les routes commerciales ont été abandonnées depuis des années. Des familles de marchands entières ont perdu des générations de richesses et d'héritage. Des villes fantômes ont parsemé la campagne où les gens ont simplement cessé de s'installer. Trop peur de rester. Mais pire que l'argent, étaient les cicatrices psychologiques. Comment une famille comme celle-ci pourrait-elle exister, non détectée? Comment une société pourrait-elle l'autoriser? Les universitaires et les théologiens ont soutenu. Était-ce un mal pur? Ou juste un miroir, montrant ce que les humains deviennent lorsque chaque règle est supprimée? Les psychologues modernes étudiant les enregistrements survivants décrivent les enfants du clan béant comme profondément endommagés. Élevés dans l'isolement total, dépouillés de la langue, de l'empathie et de la connexion humaine. Ils ont montré des signes de ce que nous appelons maintenant un trouble de l'attachement réactif. L'incapacité à ressentir l'empathie, à se lier, à comprendre le bien et le mal. Mais ce n'était pas seulement un cas médical. C'était une malédiction générationnelle, conçue délibérément. Sonnet Béant n'avait pas seulement créé des tueurs. Il avait créé un écosystème d'horreur fermée. Une tempête parfaite de la nature et de la culture a mal tourné. Et il avait fallu des décennies à trouver. L'histoire de Sonnet Béant se propage comme des incendies de forêt, à travers l'Écosse, puis l'Europe, puis le monde. Mais au fil du temps, les détails étaient flous. Fait ordonner en folklore. Les livres l'ont transformé en boogeyman. Des pièces de théâtre, des poèmes et même des films d'horreur utiliseraient son nom pour refroidir le public. Mais les historiens avertissent, ne vous perdez pas dans le spectacle. Parce que quelque chose s'est produit. Cela est certain. Plusieurs records du XVe siècle mentionnent les disparitions de masse près de Galloway. Certains décrivent des restes humains dans les grottes marines. D'autres parlent d'un décret royal qui a été tranquillement frotté des archives officielles, une purge dont personne ne voulait se souvenir. Mais la ligne entre l'histoire et l'histoire d'horreur? Il est mince du rasoir. Certains érudits croient que l'histoire est un composite, construit à partir de plusieurs clans criminels, cousus en un récit monstrueux. D'autres disent que c'est surtout vrai, mais tordu au fil des siècles pour la messagerie politique ou religieuse. Et puis il y a la grotte. Il existe toujours. Le long de la côte déchiquetée près de Ballantra, où la mer s'écrase contre l'ancien rocher. Des os humains ont été trouvés en similitude à Aircave, mais aucune ne liait définitivement aux haricots. Même ainsi, les touristes visitent toujours. Ils parcourent les chemins au-dessus de cette gueule noire dans les falaises. Certains disent qu'ils entendent des chuchotements lorsque la marée recule. D'autres ressentent quelque chose de plus froid que le vent les traversait. Mais la véritable horreur du clan béant ne réside pas dans les os ou les fantômes. Cela réside dans ce que l'histoire dit sur nous. La facilité avec laquelle une famille peut descendre dans la sauvagerie. Combien de temps la société peut détourner le mal. Et à quel point la ligne est mince entre la civilisation et la grotte. Le clan béant est parti. Mais leur héritage? Toujours respiré. Pas dans des lignées ou des descendants. Mais dans ce qu'ils ont révélé sur la condition humaine. Parce que ce n'était pas une histoire de démons ou de malédiction. Il n'y avait pas de magie dans cette grotte. Pas de mal ancien. Seules les personnes, déformées par l'isolement, coupées de l'empathie, et laissées pour pourrir dans leur propre chambre de sang écho. Leur histoire nous oblige à demander. Qu'est-ce que la moralité? Si personne ne l'enseigne? Qu'est-ce que la civilisation? Si personne ne le défend? Que se passe-t-il lorsqu'une communauté ignore les cris, regarde dans l'autre sens et laisse ses coins sombres non affichés? Pendant 25 ans, le clan béant a prospéré en silence. Parce que le silence leur a permis de le faire. Leur grotte, qu'elle soit réelle ou métaphorique, existe dans chaque société. Un endroit caché où la cruauté devient incontrôlée, où les oubliés sont consommés par les ignorés.
Et si personne ne regarde? Il grandit. Même maintenant, le débat se poursuit. Le roi James a-t-il commis un acte de justice nécessaire? Ou a-t-il abandonné la loi face à la peur? Les enfants étaient-ils coupables? Ou victimes d'un monde qui ne leur a jamais donné une chance? Il n'y a pas de réponse facile. Seules les vérités durent. L'histoire de Sonnet Béant ne dure pas parce que c'était la pire chose que l'humanité ait jamais faite, mais parce que c'était quelque chose que quelqu'un pouvait faire, s'il était laissé dans l'obscurité assez longtemps. Et peut-être, c'est la partie la plus effrayante de tous.